Merci d'être là pour cet événement prestigieux, on peut le dire, organisé par les DCF 66, l'antenne de Perpignan avec son président, Monsieur Frédéric Amen, ainsi que toute son équipe. Je crois qu'on peut les applaudir pour les remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous applaudir aussi. Vous remercier d'être là. Une soirée de qualité, soirée qualitative, vous l'imaginez, avec de nombreux intervenants, parmi lesquels notre invité d'honneur que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure, le docteur Idriss Aberkane, avec sa conférence ayant pour thématique « Libérer votre cerveau », son best-seller, mais aussi le triomphe de l'intelligence humaine. Quelle est la contribution de l'homme aujourd'hui dans un monde digitalisé? C'est ce que nous verrons en détail avec lui. Le docteur Idriss Aberkane, vous avez feuilleté, vous avez gratté un petit peu sur Internet pour savoir qui il était en détail. Moi, pour résumer et faire très court, je dirais qu'Idriss Aberkane est un véritable expert des transmissions de savoir. Voilà, un débat auquel vous pourrez participer avec des questions et des réponses de notre invité, notre conférencier, d'autres acteurs aussi qualitatifs à cette soirée, passionnant et aussi captivant que le docteur Idriss Aberkane. Pour débuter, je voudrais vous présenter un tout jeune conférencier. Il a beaucoup de talent. Il a 18 ans depuis quelques jours. Il s'appelle Mathis. Et c'est un petit peu une avant-première pour lui. Il joue chez lui ce soir en terre catalane. Mathis a fait sa première conférence à peine 16 ans. Essayiste, expert en crypto-monnaie, blockchain, futur étudiant à l'IPSI, qui est une école sur la cybersécurité à Paris. Il a la chance de pouvoir bénéficier de l'ouverture d'une antenne à Montpellier pour la rentrée 2023. Voilà, je voudrais qu'on lui fasse un super accueil. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Mathis, notre premier intervenant. Bienvenue. Bonsoir. On t'écoute. Alors, le Palais des Congrès est à toi. Bonsoir à tous. Alors, pour ce sujet de conférence, j'ai choisi à vous apprendre comment blanchir de l'argent et débuter dans le commerce illicite, parce qu'évidemment le Bitcoin ça sert qu'à ça. Selon les médias, en fait, le Bitcoin ça finance le terrorisme, ça finance le blanchiment d'argent, et en fait c'est comme ça que j'ai découvert le Bitcoin pour le coup. C'est par les médias en fait qui ont mal vendu le Bitcoin, et je me suis dit mais pourquoi en fait ils parlent d'une nouvelle technologie sans même expliquer ce que c'était. Du coup, je me suis renseigné. Et en fait, j'ai découvert que derrière le Bitcoin et le blanchiment d'argent, entre guillemets, se cachait en fait toute une technologie qui est pour moi incroyable. Et cette technologie-là, en fait, c'est la blockchain. Alors, la blockchain, elle a été inventée par Satoshi Nakamoto en 2008. Pour une raison. Donc, pourquoi le Bitcoin existe? Il y a bien une raison derrière cela. Pour remettre dans le contexte, on était en 2008, pendant la crise des subprimes, donc une crise financière, immobilière, économique, une crise aussi avec les banques. On avait tout le paquet complet pour faire une bulle explosive. Et en fait, Satoshi Nakamoto, alors on ne sait pas qui c'est, hein, c'est un groupe de personnes ou une personne, un homme, une femme, on ne sait pas vraiment qui c'est. Mais il a pondu une technologie qui va un peu révolutionner le monde. Donc cette technologie-là, c'est le Bitcoin. Cette technologie-là, quelque part, c'est pas la première. On n'en est pas aux premiers essais. En fait, à l'époque, ça remonte aux années 80 et ça a vraiment commencé dans les années 90 avec le mouvement des cypherpunks. Alors, le mouvement des cypherpunks, à l'époque, on avait Eric Hughes, qui est le leader du mouvement des cypherpunks. Alors, les cypherpunks, c'est quoi? C'est un mouvement qui défend les libertés. C'est des avant-gardistes, on va dire, de la surveillance de masse et de toute la centralisation qu'il y a sur Internet. Eric Hughes avait pondu le manifeste des cypherpunks. Et ces gens-là, en fait, ils idéalisent une société qui est gouvernée et qui marche avec la cryptographie. Donc le vote, les monnaies, et il a inventé aussi le premier Bitcoin, qui n'a pas été une superbe réussite, parce que peu de gens en connaissent. Ce qu'il a appelé la bimonnaie. Et Satoshi Nakamoto a justement, on va dire, il s'est référencé, il s'est basé sur les travaux précédents de Eric Hughes.
C'est un peu, ils idéalisent en quelque sorte une sorte de crypto-anarchie. Donc on a le livre blanc du Bitcoin qui sort en 2008. Là on a toutes les références. Donc Satoshi Nakamoto, il explique comment le Bitcoin fonctionne et pourquoi il a inventé le Bitcoin, la raison de son existence. Et en 2009, vraiment début 2009, donc la publication du livre blanc remonte à octobre 2008. Et début 2009, on a le lancement de Bitcoin. Donc on a le tout premier bloc, la toute première transaction qui est mise sur le réseau. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qu'est un bloc dans une blockchain. Et dans cette toute première transaction, on a un message. Donc on a un message sur la droite. Alors je ne vais pas vous demander de comprendre tous les chiffres à gauche, hein, c'est incompréhensible, mais moi je ne comprends pas. On a à la droite marqué que le chancelier d'Angleterre est sur le point d'accorder un second renflement aux banques. Donc ça explique en fait que la politique monétaire à la base était un peu bancale et que en fait au niveau des crises c'était très mal géré. Donc ça c'est un peu la leitmotiv de la publication du Bitcoin. Pour le fun fact sur l'histoire de Bitcoin, le premier cas d'usage du Bitcoin ça a été l'achat d'une part de pizza. Plus précisément l'achat de 2 pizzas, ça remonte à 2010 et en fait il y a un internaute qui a voulu acheter des pizzas et pour 10 000 bitcoins. Alors à l'époque ça représentait $25. Aujourd'hui ça représente 300 millions de dollars de pizzas, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu maintenant qu'est-ce que c'est la blockchain. Simplement, donc je vais vous montrer une vidéo qui saura, dans un premier temps, un peu plus mieux vous expliquer ce que c'est la blockchain que moi je pourrais vous le faire là. Les blockchains, ce n'est pas le nom du nouveau collectif de rappeurs new-yorkais dont tout le monde parle, non. Apparu en 2008 avec le Bitcoin, les blockchains, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Bon ok, c'est super, mais ça veut dire quoi exactement ? Pour faire simple, c'est un peu comme si Paul voulait transférer une somme d'argent à Alexis, mais pour que sa transaction se fasse avec une blockchain, il faut qu'elle soit sécurisée par Anne, Gabriel, Orlan, Johan et 1 million d'autres personnes. Techniquement, c'est leur ordinateur qui valide les transactions en résolvant des problèmes algorithmiques. Une fois validées, elles sont regroupées dans des blocs qui forment des chaînes, d'où blockchain, et sont alors rendues publiques. Du coup, impossible pour Hackman 3000 de pirater la transaction, puisqu'il faudrait qu'il pirate les ordinateurs de Anne, Gabriel, Orlan, Johan et 1 million d'autres personnes. Bref, une blockchain, c'est comme un grand registre public, anonyme et infalsifiable, ce qui pourra donc intéresser banques, assurances, immobilier, santé, énergie, transport, vote en ligne, notariat, réseaux sociaux, covoiturage. Donc voilà, la blockchain, c'est pour résumer, c'est en fait imaginé comme un grand registre en papier, un grand livre où dans lequel en fait chaque page ça va représenter un bloc. Le livre dans l'entièreté, c'est un livre où il n'y a pas de fin en fait, c'est infini et chaque page représente une date. Donc c'est chronologique dans le temps et sur chaque page on va noter tout ce qui se passe. Donc que telle personne est assise à telle place, qu'il y a quelqu'un qui a jeté un stylo sur la scène par exemple. Et en fait, si quelqu'un rejoint, on va dire, la conférence à n'importe quel moment, il pourra lire toute l'historique de ce registre-là et savoir à peu près où on en est. Ce registre-là, en fait, la décentralisation de ce registre-là, ça fait que tout le monde, en fait, possède une copie de ce registre. C'est ce qui fait que personne ne peut la modifier parce que cette copie, elle est synchronisée sur un réseau de plusieurs millions, en fait, d'ordinateurs dans le monde, si ce n'est pas un peu plus. Et il faut, pour modifier en fait l'intégralité de la blockchain, il faut modifier tous les réseaux. Ce qui fait que techniquement, c'est même pas possible. Même si on réunit la puissance de tous les gouvernements, de Google, Amazon, Facebook, c'est très compliqué et ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fait, le fonctionnement de la blockchain, on le connaît un peu aujourd'hui. Alors, ce qui différencie de nos transactions quotidiennes, c'est qu'aujourd'hui, on se sert d'un tiers de confiance pour payer. On ne paye pas directement aux commerçants. C'est-à-dire qu'avec notre carte bancaire, on va payer sur le TPE et on va interroger notre banque via le réseau Mastercard ou Visa. Donc ça ajoute déjà un intermédiaire. On va interroger notre banque
si on a l'argent nécessaire sur le compte. Une fois que notre banque a dit oui, ok, la banque va pouvoir faire un virement à la banque du commerçant qui, lui, après, va pouvoir récupérer l'argent. Donc, on a déjà 3 intermédiaires dans le réseau, ce qui fait que chacun va ajouter ses frais. Il va y avoir de la vérification, il va y avoir des fois des blocages. Et on le sait très bien, aujourd'hui, il y a environ 1 milliard de gens sur Terre qui sont débancarisés, qui n'ont pas accès aux banques, tout ça. Donc le Bitcoin, ça représente une réelle opportunité, et même les crypto-monnaies en général, le système de la blockchain. Ce fonctionnement-là, en fait, le Bitcoin, on le connaît déjà, c'est un peu comme Airbnb, c'est-à-dire entre particuliers. C'est-à-dire, moi, je vais envoyer du Bitcoin à une personne et elle va le recevoir directement. Il n'y aura pas de tiers de confiance qui pourra s'opposer sur le réseau. Aussi, la blockchain, elle permet de révolutionner un peu comment fonctionne le web. Alors aujourd'hui, le web, il est hyper centralisé. À l'époque, on avait le web 1, donc c'était, on va dire, des pages statiques. C'était de la lecture uniquement, on ne pouvait pas interagir, c'était pas comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on est dans l'ère du web 2.0, donc on s'est hyper centralisé, et aujourd'hui, on a des acteurs qui ont pris une position monopolistique, en fait, donc avec Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft, donc les GAFAM. Selon la quadrature du net, on sait très bien aujourd'hui que ces acteurs-là, ils respectent pas forcément notre vie privée. Donc la quadrature du net avait dit que Google filtre ta pensée, Apple sait où est ta mère, Facebook contrôle ce que tu peux lire, Amazon sait quel cadeau tu auras à Noël, et Microsoft formate tes enfants. C'est pas vraiment ce que tout le monde souhaite, qu'on sache que des compagnies savent ce qu'on fait sur Internet et nos habitudes de consommation. Il y a des vrais problèmes liés à ça, comme l'affaire Cambridge Analytica, par exemple, en Amérique, qui avait manipulé les élections de Donald Trump. Et pour le coup, Microsoft, ils ne sont pas non plus sans un mot, parce qu'ils s'étaient pris déjà à l'époque, en 90, une affaire antitrust pour abus de position dominante. Également aussi, les GAFAM, ça a été dévoilé par Edward Snowden en 2013, à la suite des révélations sur le programme de PRISM et Sky-Score, qui est des programmes de surveillance de masse à l'échelle internationale, de la NSA et de la CIA, où Microsoft, pour le coup, étaient les premiers à collaborer. Il y a aussi eu Google et Apple qui se sont rajoutés par la suite. Donc les GAFAM, aujourd'hui, la position monopolistique qu'ont les GAFAM sur Internet, et maintenant aujourd'hui aussi on parle des BATX, pour Baidu, AliExpress, une autre que je ne connais pas est Xiaomi. On a un vrai problème de centralisation quelque part sur Internet qui met en danger quelque part nos libertés et nos démocraties. Donc le Web 2, c'est là où a évolué avec la blockchain. Donc le Web 3, en fait, quelque part, c'est une nouvelle façon de voir le web. Donc on a un web qui est complètement décentralisé, qui est dépourvu d'organes centrales de contrôle. Donc on a vraiment quelque part une structure qui permet d'avoir aucun blocage, une liberté au niveau de la manière dont circulent les informations, et on peut communiquer directement de pair à pair. Cette évolution, en fait, elle a pris beaucoup moins de temps qu'a pris Internet. Par exemple, d'un point de vue technique et économique, Internet a pris 20 ans à se développer, des années 90 jusqu'aux années 2010, pardon. Contrairement à la blockchain, qui aujourd'hui, selon quelques estimations, on va dire, elle va prendre 4 ans à atteindre la même capitalisation qu'a pris Internet dans ce même lapsus de temps. Donc cette courbe, par exemple, elle montre aussi le nombre d'utilisateurs qui est prévu en 2025. Donc le nombre d'utilisateurs est prévu à 1 milliard, là où Internet a pris le double en termes de temps pour atteindre ce nombre d'utilisateurs assez élevé. Donc aussi, Bitcoin, on dit que c'est au niveau spéculatif, bien évidemment, au niveau du prix, on dit que la valeur repose aussi sur rien. C'est de la pure spéculation et que c'est pas une monnaie. D'un premier point de vue, il y a un simple chiffre qui démonte un peu cet argument. C'est 21 millions.
21 millions, c'est le nombre de bitcoins maximum qui pourra exister sur le réseau. Il n'y en aura pas un de plus, pas un de moins. Il y en aura qui pourront être perdus, donc on ne pourra pas en recréer par la suite. Et aussi, du coup, ce qui fait que Bitcoin, c'est une monnaie déflationniste. C'est pas évident à prononcer comme mot. C'est une nouvelle monnaie qu'on appelle la sound money. Donc, c'est une monnaie qui est réelle et basée sur une réelle richesse et une rareté qui est réelle, qui est l'opposé, du coup, pour le coup, de la monnaie papier électronique, comme l'euro ou le dollar qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Depuis tout à l'heure, je vous parle du Bitcoin, mais en fait, le Bitcoin, c'est vraiment qu'un exemple. C'est le premier cas d'usage de la blockchain. Et ce qui est très intéressant derrière la blockchain, c'est tout l'univers et les secteurs qui sont révolutionnés par cette technologie-là. Donc, on a beaucoup de secteurs qui sont révolutionnés par cette technologie. On a évidemment le domaine de la finance, le domaine de l'économie, du commerce, de l'éducation, du médical, de la justice, de la cybersécurité, de l'énergie, de l'éducation, et j'en passe énormément, je ne vais pas tous les citer parce que ça fait quand même beaucoup. Donc on a vraiment un large panel d'opportunités dans la blockchain à saisir et à évoluer. Donc on va passer maintenant un peu aux controverses de Bitcoin et de cette technologie de la blockchain et comment elle peut être utilisée par la suite. Au début de ma conf, du coup, je me suis un peu moqué des médias qui disaient que le Bitcoin, c'était la monnaie des criminels. Quelque part, ils n'avaient pas tort. C'est vrai que le Bitcoin, depuis 2009 jusqu'à 2013, il a été utilisé. Silk Road, c'est pour le coup le Amazon du dark web. C'est là où on peut trouver toutes sortes de magnifiques produits illégaux. C'était vraiment quelque part l'âge d'or du Bitcoin. C'était les criminels, ils en rêvaient du Bitcoin. Ça n'a pas été de très courte durée, vu qu'en 2013, en fait, ça a été fermé par le FBI. Les gens, ils se sont fait, les créateurs du site, de la plateforme, se sont fait arrêter. Et en fait, c'est là où tout a basculé. Et en fait, le Bitcoin, finalement, aujourd'hui, c'est vraiment très loin d'être un paradis pour les criminels. C'est même un vrai cauchemar. C'est quelque part, on est loin de l'Eldorado criminel qui est prétendu par les médias, même encore aujourd'hui. Et le Bitcoin et même la blockchain en général, en fait, on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que la blockchain, c'est un registre qui est transparent, décentralisé. Ce qui fait qu'il est transparent, c'est aussi qu'il est public. Ce qui fait que moi, vous, en fait, on peut vérifier l'intégralité des transactions sur la blockchain, tout ce qui s'y passe. Donc on peut savoir que tel point A a reçu tel argent. On sait vraiment tout. On dit, le Bitcoin, c'est pas une monnaie anonyme, c'est une monnaie qui est pseudonyme. Donc si on arrive à mettre la main sur une personne qui est derrière une adresse, on peut vraiment retrouver l'intégralité d'un réseau. Aussi, Bitcoin, on dit souvent aussi qu'il est accusé pour financer les terrorismes, pour financer la drogue, tout ça. Souvent, en plus, c'est des banques, malheureusement, qui prétendent ça, comme par exemple la HSBC, qui disait que le Bitcoin, ça finançait les activités criminelles, alors que, pour le coup, la HSBC sont loin d'être complètement montrées patte blanche vis-à-vis de là, comme JP Morgan et d'autres banques qui ont beaucoup d'affaires en fait sur le dos. Et ils ont des amendes records pour blanchiment d'argent. Et selon Chainalysis, donc c'est une société qui analyse et enregistre tout ce qui se passe en fait sur la blockchain au niveau des transactions, le taux de criminalité en fait est en baisse perpétuelle, sauf en 2019 où il y a eu un petit pic. Donc peut-être que les criminels étaient un peu plus éveillés. Mais en fait, on observe quand même une tendance globale que l'activité criminelle descend. Aujourd'hui même, tout ce qui est drogue et les activités criminelles, il est souvent reporté que ça s'est déplacé sur des réseaux comme Snapchat ou Instagram. Donc il y a aussi eu une réponse des gouvernements, donc par la régulation, qui est complètement nécessaire quelque part, la régulation pour ce secteur-là. On en a besoin. C'est la régulation par des politiques, notamment pour reconnaître l'identité derrière une personne dans les plateformes de bourse, de crypto, qui effectivement a joué un grand rôle dans la baisse de la criminalité dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'abus de ces régulations de ce secteur. On a davantage de règles en fait qui empêchent les startups et les acteurs de ce domaine de pouvoir innover.
On a aussi, d'ici 2027, en France en tout cas, l'arrivée des MNBC. Alors les MNBC, c'est quoi? C'est les monnaies numériques de banque centrale. Et en fait, c'est ni plus ni moins une crypto-euro. Donc, cette régulation aussi du secteur du Bitcoin et de la blockchain s'explique par l'arrivée d'une crypto-euro. Donc, on va vouloir petit à petit remplacer le Bitcoin par une crypto-euro. Sauf que le problème derrière ça, c'est que on a une roue qui essaye d'être réinventée. C'est-à-dire qu'ils prennent le système de la blockchain et ils ajoutent tous les problèmes qu'on a actuellement avec les monnaies fiduciaires comme l'euro. C'est-à-dire qu'on a toujours l'inflation, un nombre illimité, et aujourd'hui, on va avoir encore plus de traçabilité, ce qui permettait aujourd'hui l'espèce de ne pas avoir. Donc, aujourd'hui, est-ce que la blockchain, c'est la prochaine révolution? La blockchain, en fait, elle peut apporter vraiment une très grande value. Déjà aujourd'hui, elle apporte beaucoup de plus-value dans la rapidité des services et leur disponibilité. Mais aussi, elle donne aussi plus de pouvoir aux utilisateurs et de souveraineté. La blockchain, elle représente vraiment une solution à beaucoup de problèmes dans notre société, et particulièrement dans le monde numérique, mais aussi dans le monde de tous les jours. Mais la vraie question qui se pose, et on le saura vraiment plus tard, je n'ai pas les capacités de répondre à ça aujourd'hui, c'est on peut se poser certaines questions sur cette technologie, et mes derniers mots là-dessus seront: est-ce que cette technologie va bouleverser notre quotidien pour nous offrir un monde plus vertueux et responsable qui met en valeur l'humain? Ou alors, est-ce qu'au contraire, elle sera une technologie qui sera utilisée contre nous pour que nous plongeons davantage dans un monde qui est ultra numérisé? Donc, pour le coup, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un plaisir pour moi de transférer mes connaissances sur un sujet qui me passionne et qui, je pense, qui aura un avenir assez vertueux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou s'il faut que je revienne sur certains points, l'explication de la blockchain, certains cas d'usage concrets, je vous laisse la parole. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Mathis. Jeune conférencier, tu nous as impressionnés, tu nous as appris beaucoup de choses. Il va aussi vite qu'un processeur dual-core de chez Michael Dell. Hein. Est-ce que vous avez des questions, réponses à poser? J'imagine que oui. Moi, tu m'as appris que je suis un criminel. J'ai acheté mes premiers bitcoins en 2009. Ben, moi aussi, je suis ravi d'être entre criminels. Avez-vous des questions, mesdames, messieurs, à Mathis, pour rentrer un petit peu dans le détail de son exposé? Oui, Frédéric. Bonsoir. Voilà, j'ai une première question, parce que bon, j'ai bien compris comment fonctionnait la blockchain, c'est assez transparent, c'est un monde de confiance. Alors, le Bitcoin est une des applications, c'est bien cela? Et comment fait-on pour en acheter? Pour en acheter, en fait, c'est assez simple aujourd'hui, ça s'est vraiment énormément démocratisé. Alors aussi, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens aussi rentrent dans le Bitcoin, c'est pour l'aspect spéculatif. Il n'y a rien de mal à soi. Même moi aussi, je spécule sur le Bitcoin. C'est une manière de, quelque part, investir dans la technologie. Et il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui existent, notamment Binance, qui est la numéro 1 mondiale. Pour le coup, si vous voulez vous inscrire à Binance, il y a un petit QR code sympa que vous pouvez scanner, où il y aura mon lien de parrainage tout en bas de la page, qui vous donnera aussi accès à des bénéfices. Et en fait, via la plateforme Binance, on peut investir et acheter une multitude de crypto-monnaies. Et pour le coup, on est sur une interface qui est vraiment axée sur les débutants, avec aussi un espace un peu plus avancé. Merci pour cette première question. D'autres questions Oui, bonjour Mathis. Je voulais savoir quelle était la valeur du Bitcoin actuellement. Actuellement, elle doit se situer à 30 000 $. Donc, pour le coup, à l'époque, en 2008, on l'a donné gratuitement. Il y avait des sites, on cliquait dessus, on avait des bitcoins gratuits. Donc, aujourd'hui, 30 000 $, quand on a eu des bitcoins gratuits à l'époque. Est-ce que vous avez une idée de la fluctuation du bitcoin dans l'année à venir? En fait, c'est un cycle. Il y a des cycles. C'est un marché financier comme les autres. Ça marche un peu comme la bourse quelque part. Donc, on a des périodes de hausse, des périodes de baisse. Aujourd'hui, on est dans une période de baisse.
On commence à avoir des signes qu'on sort d'une période de baisse, mais on ne sait pas trop en fait. On est entre les deux, on est dans l'incertitude. On a eu quand même il n'y a pas longtemps on était descendu à 17 000 $ et on est remonté à 30 000 $ en l'espace de quelques mois. Donc il y a une petite progression sympathique. Mais j'ai pas de boule de cristal sur moi, donc ça va être compliqué de prédire le prix du Bitcoin. Et puis si vous investissez dans le Bitcoin, sachez déjà que tout investissement comporte des risques, mais je vous conseille de ne mettre que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est la base de tout investissement financier. Et peut-être de ne pas vendre. Surtout pas vendre. J'avoue que le compliqué, c'est de vendre. C'est le plus facile, on va dire, d'acheter, mais quand on commence à faire des profits, souvent quand on commence à faire beaucoup de profits, parce qu'en crypto-monnaie, on peut avoir beaucoup de profits comme beaucoup de pertes, c'est très compliqué des fois de se séparer, parce que des fois, on peut avoir l'effet un peu casino, où on se dit, bon, je vais gagner encore un peu plus, mais au final, ça peut très bien descendre d'un coup. Donc il faut en fait adopter une certaine stratégie, un certain plan qu'il faudrait suivre à la lettre, pour investir dans les crypto-monnaies, mais c'est donné à tout le monde. Et puis il y a même des stratégies beaucoup plus simples qui permettent, en fait, on investit dans le Bitcoin 50 $ tous les mois à tel jour. Merci madame pour vos questions pertinentes. Monsieur ? Sur quoi est indexé en fait le prix du Bitcoin ? Sur plusieurs choses. Déjà sa valeur, ça, en termes de rareté. Donc on a 21 millions de bitcoins et pas plus, donc c'est déjà une valeur intrinsèque, comme l'or par exemple, où on sait que l'or, il y a une quantité assez limitée dans le monde. De part aussi, il y a aussi la confiance des utilisateurs envers le réseau. Il y a aussi tout le secteur économique de la finance traditionnelle qui influence sur le bitcoin, aussi à l'envers. Des fois, quand la bourse descend, le bitcoin monte, et ça marche aussi dans l'autre sens. On ne sait pas vraiment tous les facteurs qui influencent le Bitcoin, il y en a vraiment énormément, mais je dirais le facteur le plus majeur, en fait, c'est le nombre de Bitcoin et la confiance qu'on a vraiment dans le réseau, qui pourrait permettre justement d'avoir une société un peu plus vertueuse et révolutionnée. D'accord, parce qu'on a vu en fait que le Bitcoin était monté jusqu'à 40 000 $ et là, après, il s'est effondré. Donc, c'est quoi les causes en fait de l'effondrement ? C'est des cycles de marché. Quelque part, on a des bulles spéculatives, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent énormément. On a aussi de la manipulation. Comme tout marché financier, il y a beaucoup de manipulation et c'est vraiment un secteur qui est pour le coup hyper volatile parce qu'on est quand même, on est sur un marché à plusieurs milliards, voire dizaines ou centaines de milliards. J'ai pas vraiment les chiffres, mais on touche à plusieurs milliards, voire même des milliers de milliards. Donc c'est pas non plus énorme comme le secteur de la finance traditionnelle, donc ce qui fait que on est beaucoup plus volatile, mais pour le coup le Bitcoin il y a plusieurs cycles et il varie en fonction du temps. Mais quand même il y a un point assez important à noter, c'est que si on prend un point sur 3 ans en arrière, la valeur elle a toujours été plus haute qu'il y a 3 ans en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a une courbe qui est toujours ascendante, pour le coup. Donc, on a une progression sur le temps assez régulière du Bitcoin, même si on a des fois des très gros écarts et des très gros creux. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres crypto-monnaies ou est-ce que le Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui est en circulation ? Il y a même, je dirais pas d'autres crypto-monnaies, il y a énormément d'autres crypto-monnaies avec tous derrière un projet. Derrière, on a ce qu'on appelle le Bitcoin, donc c'est la crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie père. C'est celle qui a amené tout l'écosystème. On a en deuxième crypto-monnaie Ethereum, qui pour le coup est la deuxième crypto-monnaie au monde, qui a instauré le système des smart contracts, donc des contrats intelligents, ce qui permet d'interagir sur une blockchain. Donc on peut aller plus loin que faire une transaction entre deux parties. Et on peut avoir de l'épargne, on peut avoir un contrat qui est signé entre deux parties sur un achat immobilier, sur un acte de justice. On a plein d'autres crypto-monnaies. Il y a environ, je dirais, plusieurs milliers de crypto-monnaies qui existent. Il y en a qui ont des projets qui en donnent vraiment envie. Il y a des projets qui donnent, pour le coup, un peu moins envie. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut vraiment voir le projet dans son ensemble et faire une analyse globale pour savoir si ce projet vaut vraiment le coup d'investir. D'accord. Et en fait, pourquoi j'achèterais juste du Bitcoin ? Pourquoi je n'achèterais pas de l'Ethereum ou autre crypto-monnaie ? C'est quoi qui fait que quelle crypto-monnaie est mieux qu'une autre ? Il n'y a pas forcément une crypto-monnaie qui est mieux qu'une autre. En fait, ça se vaut. Ça dépend les projets et les fondamentaux qu'il y a derrière. Mais il va falloir en fait
faire une analyse en fait du projet qu'il y a derrière, savoir si déjà c'est en valeur avec ses convictions personnelles, si le projet nous plaît qu'il y a derrière. Il faut pas investir à l'aveugle, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une crypto-monnaie qui a un joli nom et un joli logo que c'est bon, je vais investir dedans. Sinon, autant aller jouer au casino, hein, c'est plus amusant vraiment. Donc il faut vraiment avoir une sélection particulière. Après, pour le coup, Bitcoin et Ethereum, c'est les deux plus grosses crypto-monnaies qui ont le plus de solidité, on va dire, et qui ont été le plus prouvées dans le temps. C'est les plus vieilles. Donc c'est celles les meilleures, on va dire, pour commencer. Et puis après, on peut aller sur d'autres crypto-monnaies, pour le coup, qui ont des projets un peu plus spécifiques et qui veulent révolutionner un secteur particulier. Oui, et du coup, par rapport au projet, justement, est-ce que si j'investis dans un projet, que le projet s'effondre, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes fonds ou pas du tout? Ou est-ce que mes fonds sont totalement perdus? Parce qu'il y a des projets qui ont été mis en avant, et du jour au lendemain, il s'est barré avec la caisse, hein, grosso merdo, si on peut dire ça comme ça. C'est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé pas mal de fois dans le secteur des crypto-monnaies. Malheureusement, il y a beaucoup de fraude. C'est un secteur qui est en constante évolution. Internet aussi, ça marchait pareil à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient beaucoup d'argent et qui se barraient. C'est pas super pour le coup, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe depuis quelques temps. Et c'est pour ça qu'il y a des régulations. C'est de plus en plus régulé. C'est un secteur où on apporte aussi beaucoup de confiance, où il va y avoir beaucoup de vérifications. Mais ça arrive, malheureusement. Dernièrement, il y a le projet Terra Luna qui s'est effondré. Il était passé de $15 à valoir moins d'1 centime. Il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent. Quelque part, même, c'était un projet qui était vraiment hyper clean, hyper super à la base. Mais malheureusement, ça a mal été géré. Et on peut pas savoir, des fois, il arrive des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Mais ça arrive rarement quand même, ce genre de cas. Hein. Souvent, c'est des petites crypto-monnaies à droite à gauche qui sont là juste pour le buzz. Les gros projets, en général, souvent, ils sont solides et ils ont des vrais fondamentaux derrière. D'accord, et aussi parce qu'il y a des crypto-monnaies entre guillemets qui sont là et qui font juste de la spéculation, comment ça s'appelle, comme le Dogecoin. Ouais. Lui, il a fait une montée ascendante sans réellement projet, sans réel fondement, et pourtant, il continue son ascension petit à petit. Donc, pourquoi cette crypto-monnaie est en ascension alors que pourtant pas de projet, rien du tout, juste de spéculation? Ça montre quelque part l'engouement des utilisateurs, même si il n'y a pas forcément de grosses technologies derrière. Hein. C'est le Bitcoin en moins bien. C'est juste Internet. Ils ont des délires un peu bizarres des fois. Ils aiment bien investir énormément dans un truc. On l'a vu aussi avec l'affaire GameStop. Donc c'était une action qui, pour le coup, ils étaient vendus à la baisse. Donc il y avait des courtiers qui shortaient l'action, c'est-à-dire qui vendaient à découvert. Et pour le coup, on a eu toute une horde d'utilisateurs sur Internet qui a acheté en masse une action. Ils étaient même prêts à perdre de l'argent quelque part, mais c'était juste pour sauver l'entreprise derrière. Donc derrière GameStop, on a quand même Micromania, donc des grosses sociétés aujourd'hui. Donc tout ne s'explique pas de manière rationnelle. On est des humains, on a des émotions. Des fois, on réfléchit pas forcément à ce qu'on fait, ou des fois, on veut juste le faire pour rigoler parce que c'est marrant et puis tout le monde le fait. Donc puis il y a aussi un peu de manipulation sur les réseaux sociaux, Elon Musk, qui tweet le Dogecoin. Ça joue vraiment un rôle aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est comme ça, c'est l'humain. Des fois, il réagit d'une manière assez marrante, mais ça donne des fois des trucs surprenants, comme le Dogecoin pour le coup. Aussi, je voulais savoir, en fait, quand on fait une transaction avec du coup, la blockchain, est-ce qu'on est totalement anonyme ou est-ce que du coup on peut savoir notre nom, notre prénom? En fait, du coup, la chaîne est disponible et publique. En fait, est-ce qu'on a juste un numéro, une adresse, ou est-ce qu'il y a notre nom, prénom qui apparaît, ou est-ce qu'on est juste totalement anonyme? C'est pseudonyme, c'est-à-dire que c'est ni anonyme ni à visage découvert. En fait, on peut choisir derrière de mettre une identité derrière une adresse, mais aussi on peut choisir de l'obfusquer. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec les échanges centralisés, les plateformes boursières. Les gens derrière connaissent l'identité, donc c'est très compliqué. Merci, monsieur. Si vous voulez en savoir plus, vous voyez Baptiste tout à l'heure. On va faire une petite pause, mais merci de l'intérêt que vous portez. D'autres questions, peut-être? Oui, monsieur. Bonsoir. Rapidement. Vous parlez donc de 21 millions de bitcoins, pas plus. Quel est le lien avec les activités de minage? Parce que ça a eu des gros impacts, que ce soit en consommation d'énergie ou des constructions de bâtiments dans des pays comme l'Inde ou autres.
et des consommations de composants électroniques qui a causé aussi la pénurie de composants électroniques. J'aimerais connaître le lien avec les activités de minage. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors plus toutes les blockchains, mais par exemple le Bitcoin, effectivement, pour que la blockchain marche, il faut ce qu'on appelle des gens qui vont mettre à disposition des ordinateurs. Alors je suis pas allé aussi loin dans ma conférence sur ce point-là, mais en gros, c'est des ordinateurs qui exécutent des transactions pour s'assurer que tout ce qui se passe sur la blockchain, c'est valide et c'est authentifié. Il n'y a pas de gens qui essayent de frauder. Et en fait, effectivement, il faut de la puissance de calcul derrière ça. Donc, ça nécessite des composants électroniques, des ordinateurs. Aujourd'hui, le problème, par exemple, derrière le Bitcoin, c'est qu'on est dans un consensus pour vérifier la blockchain qui fonctionne avec ce qu'on appelle le proof of work, donc la preuve de travail. C'est-à-dire que les ordinateurs vont devoir effectuer beaucoup de calculs pour prouver qu'ils sont légitimes à valider des transactions sur le réseau. Ça pose des problèmes comme par exemple la consommation d'énergie, effectivement, dans le monde. Le Bitcoin, ça consomme pas loin de 10 terawatts, un truc comme ça. C'est assez massif. Donc ça pose des problèmes, pour le coup, écologiques, mais qui sont en train d'être résoudre aussi par d'autres technologies comme Ethereum, où on change, on va dire, la manière dont on vérifie la blockchain derrière, donc le réseau. On va trouver d'autres technologies plus vertueuses qui vont demander moins de puissance de calcul, qui vont vérifier de d'autres manières. Donc en fait, c'est une technologie qui évolue. Donc on essaye de trouver vraiment des meilleures manières de vérifier et de garantir l'authenticité sur une blockchain. Oui, il y a aussi l'impact écologique, en effet, c'est bien de le souligner. Une question, monsieur devant. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, je voulais simplement vous interpeller sur le sujet des cycles du Bitcoin, notamment la halving, et savoir quand est-ce qu'aura lieu le prochain, et si l'impact sera autant important que les précédents. Merci. Pour le coup, le cycle du halving, donc je face à un connaisseur, à mon avis, du Bitcoin. Le halving, en fait, c'est pour mettre le contexte pour ceux qui ne savent pas. Le halving, c'est quand parce que les mineurs, ils vont pas, donc ceux qui valident la blockchain, ils vont pas le faire pour le bien de la charité. Alors, il y en a qui peuvent le faire, mais ils vont être récompensés en fait en crypto-monnaie pour travailler sur la blockchain, pour laisser leurs ordinateurs, parce que derrière, ça coûte de l'argent, donc il faut bien les rémunérer. Donc, on va les rémunérer en crypto-monnaie. Et le halving, en fait, c'est un moment, un événement sur une blockchain qui va faire que la récompense va être divisée par 2. Donc, c'est ça le halving. Donc, c'est un événement majeur dans une blockchain comme celle de Bitcoin, par exemple, où du coup, on descend de plus en plus les récompenses. Le prochain halving, il me semble que c'est en 2024, si je dis pas de conneries. Pour le coup, le dernier halving, il était du coup en 2020, vu que sur le Bitcoin, c'est tous les 4 ans. Il n'y a pas eu autant d'engouement au niveau du prix. Donc le Bitcoin n'a pas explosé comme on l'a pu voir aux derniers événements de halving comme en 2016. Donc c'est pas vraiment pareil. On observe vraiment une petite tendance au niveau de la réaction, mais on observe aussi que la montée du prix se fait pas après le halving, mais avant. C'est-à-dire que le Bitcoin, on va dire, il monte déjà avant. C'est-à-dire que le marché et les utilisateurs savent que c'est le halving, donc ils vont déjà, on va dire, acheter du Bitcoin en pensant que ça va monter. Mais du coup, ça fait déjà monter le Bitcoin, et du coup, on a le prix qui se met en fait à la barre du halving. Du coup, on n'a pas vraiment de tendance. Ça se fait petit à petit. Merci. Une dernière question, peut-être, monsieur ? Ouais. Bonjour. Juste une petite question. On disait que le Bitcoin, finalement, ça a été créé tout intérêt aussi parce que c'était anonyme ou pseudonyme. Puisque maintenant, on peut être, entre guillemets, retrouvé ou très facilement avoir nos coordonnées, quel est le véritable intérêt de passer par Bitcoin plutôt que par une monnaie classique, comme on peut le voir avec les banques traditionnelles, en qui la confiance, même si elle est un peu éborgnée, reste quand même acquise? Pour le coup, c'est les tiers de confiance. Le problème, en fait, dans les monnaies aujourd'hui, c'est les banques centrales qui, pendant les gestions de crise et les périodes de crise, crise de 2008, les subprimes, la politique monétaire européenne, elle a pris énormément de temps, on va dire, à réagir. On a réagi début 2009, alors que la crise avait commencé en 2008. Pour le coup, on a pris beaucoup plus cher qu'ont pris les Américains, parce que les Américains ont été très réactifs, les Allemands aussi.
mais au niveau de la France et un peu partout dans l'Europe, on a été beaucoup plus lent, par un déni en fait de crise pour le coup. Donc le Bitcoin, en fait, quelque part, il va amener une certaine souveraineté dans la manière dont on utilise l'argent et la monnaie. Ce qui fait que, quelque part, tout le monde va être plus ou moins d'accord. En fait, on va essayer de trouver une démocratie dans la monnaie, quelque part que tout le monde ait son mot à dire et qu'on n'a pas, on va dire, une monnaie qui peut tourner en roue libre, avoir une inflation qui est démesurée, comme dans certains pays, ou d'ailleurs certaines institutions qui sont aussi des fois corrompues, malheureusement. Donc on a vraiment quelque part une certitude d'une certaine souveraineté sur notre argent. C'est comme le principe de l'économie autrichienne, où on a toute une manière d'envisager en fait l'économie et la manière dont on commerce entre nous, entre humains. Merci beaucoup, merci de votre interactivité aussi, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, je voudrais qu'on applaudisse encore une fois très très fort Mathis.